Eh ben Arnaud, c'est tout bon pour moi. Ok, ça roule. Bah, on va y aller. On croise les doigts. Si je replante, je suis désolé. Hein, c'est mon PC qui nous fait des misères. Alors, la méthode Ziva. Ouais, allons-y. Allons directement dedans. Et puis, vous verrez si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Bilou, Oz, gardez un œil Yes. dans le chat parce que je regarderai pas. Je regarderai pas. Donc, le principe global. Alors d'abord, c'est d'attendre des conditions favorables. Et certains d'entre vous qui m'ont écouté dans le live, vous m'avez entendu dire, une fois, je sais que j'ai passé une évaluation, je l'avais pris genre à 19 heures, et les gens disaient, mais tu prends une éval à 19 heures. C'est parce qu'en fait, j'attends littéralement ce que j'appelle des conditions favorables pour éventuellement me prendre une éval et essayer de la passer tout de suite. Donc les conditions favorables, c'est quoi? C'est ou une tendance établie, genre ces jours-ci, où on a eu vraiment ça arrête pas de monter, ça arrête pas de descendre. Ça peut être des mouvements qu'on anticipe. Alors le fameux sweep du high et du low Asie à l'ouverture de Londres. Ça peut être les retours VWAP de fin de matinée. Ça peut être les soirées. Alors ces jours-ci, je les trouve décevantes, les soirées et ce qu'on appelle la power hour, qui est entre 9 heures et 10 heures le soir. Euh, ces temps-ci, j'ai pas trouvé ça vraiment génial, mais il y a une époque où on avait vraiment des power hours où il y avait une tendance et ça n'arrêtait plus entre 9 heures et 10 heures, voire après. Et après, enfin, l'époque nue d'Isabelle, les cassures de trend, enfin, quand on peut anticiper un mouvement, sachant on va pas chercher 100 ou 150 points, on n'aura pas besoin de tant de points que ça. Euh, Personnellement, je le tente jamais à l'ouverture de New York parce qu'on va voir qu'on construit des positions qui sont très grosses. Et si tu te retrouves à 14 mini à 280 $ du point, bonjour pour gérer le risque. Donc perso, si je le fais l'après-midi, c'est en général après 16h30. Et l'idée, c'est là qu'il n'y a rien de vraiment nouveau, donc je suis désolé pour ceux qui s'attendent à un truc miraculeux, mais c'est de construire progressivement des grosses positions. Et par grosse, j'utilise un compte, je vous en parlerai, qui permet jusqu'à 14 mini. Et l'idée, c'est de passer de 2 à 4 à 6 à pourquoi pas 14 mini si on y arrive. Et ça implique un contrôle extrêmement serré du risque en dollars en début de position. Et je vous détaillerai un peu ce que j'entends par ça. Ça implique aussi une protection très rapide des gains. Et ça, je pense que ce sera plus simple. J'ai une vidéo à la fin où je vous réexpliquerai ça. L'idée, c'est pas tant de protéger les gains, c'est que quand on va ajouter, forcément, le prix d'entrée moyen va bouger, et c'est de continuer à gérer le risque. Donc ça implique en fait de bouger les stops des premières entrées qui vont se retrouver ou à break-even ou break-even plus, c'est-à-dire un tout petit peu mieux que break-even. Mais quand on va ajouter, l'entrée moyenne va bouger, et du coup, nos stop-loss qui sont en break-even vont se retrouver en légèrement négatif. Donc en fait, c'est pas qu'une protection très rapide des gains, c'est aussi une gestion anticipée des risques après qu'on ait ajouté. Et les deux termes clés, en fait, l'espoir, c'est de construire une pyramide qui, dans les faits, va souvent se transformer en barrique, voire en rien du tout. Et je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Alors, avant d'entrer dans les détails sur quel type de compte utiliser cette méthode, alors je crois que Renaud avait dit l'inverse, mais en fait, c'est aussi une méthode qui s'applique idéalement aux comptes avec un drawdown fin de journée. Parce qu'on va construire des grosses positions et du coup, le drawdown intraday peut devenir gênant. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, très rapidement, un drawdown fin de journée, on va regarder le solde en fin de journée par rapport à la veille. C'est tout. Alors que le drawdown intraday, qui est celui qui est fait par Apex, par exemple, est un drawdown qui va bouger en même temps que ses résultats non réalisés. C'est-à-dire que chez Apex, on entre en trade, le trade part à plus 1000 et redescend à 500, on ferme à 500, le drawdown est monté de 1000 parce qu'à un moment donné, la position était à plus 1000. Sur un compte fin de journée, je prends un exemple ridicule, mais on monte à 10 000, on revient à zéro, le drawdown ne bouge pas. Parce qu'à la fin de la journée, on est à zéro, donc on est à la même chose que la veille. Donc le problème de l'intraday, c'est les pullbacks. Si vous êtes à 14 mini et que ça pullback de 20 points, vous risquez de cramer votre drawdown. Okay, donc le compte sur lequel j'ai fait ça historiquement,
c'est le Tic Express. C'était un des premiers comptes où il n'y avait pas de minimum de jours. Donc, dans mon optique, de passer vite, c'était intéressant parce que la timeline, ça pouvait être tu passes le matin, l'après-midi, tu reçois la confirmation, le soir, tu as ton compte fundé. Donc, c'était une des raisons pour lesquelles je le faisais. Et à l'époque, il y a plus d'un an, au lancement de Tic Express, il me semble que c'était un des seuls comptes qui proposait ça. C'est un compte qui a un objectif de 6000 et un drawdown fin de journée de 3005. Donc, quand même de la marge. 14 mini-max, et je vous ai mis les prix au cas où, 99 balles l'éval et 149 l'activation. Et si vous avez des questions, on en discutera plus, mais est-ce qu'on peut appliquer la méthode sur des comptes avec drawdown intraday? Dans une certaine mesure, oui, mais par contre, on va probablement pas monter des positions aussi grosses, peut-être se stopper à 6-8 mini, et en étant plus agressif sur la prise de profit, avec une prise de profit active, on va dire, par des TP. Parce que si vous sortez sur un TP, bah, vous n'avez pas de pullback, donc il y a pas le drawdown n'est pas affecté, plutôt que des stop loss suiveurs, qui est ce que moi je fais. Donc sur un compte drawdown intraday, ça va être plus raisonnable en taille, et mixer les sorties sur TP et les sorties sur stop suiveur. Sinon, vous allez vous faire exploser par le drawdown intraday. Ok, bah c'est ce que j'ai. On va pas le refaire, hein, mais c'était attendre les conditions favorables, la tendance établie, la construction progressive des grosses positions. En fait, je vous ai quasiment lu les slides. Il faut pas faire en général, mais avec le contrôle serré du risque, la pyramide, la barrique, et là j'en étais sur quel type de compte. Donc encore une fois, j'étais quasiment en train de la lire, donc vous n'avez rien loupé. Donc idéalement sur des comptes intraday, sur des comptes end of day, surtout si on veut allumer fort et partir sur des très très grosses positions. La pyramide et la barrique, en fait, ce sont deux concepts qui sont très proches. Et l'idée, c'est de construire une position. Donc, c'est surtout pas de rentrer à 14 mini ou même à 6 mini, c'est de rentrer progressivement et de grossir la position. Et pourquoi est-ce qu'on parle de pyramide? En fait, il faut penser à la taille de position comme une largeur. Okay, donc, on rentre avec un ou deux contrats, on est étroit, puis on en rajoute, donc la position s'élargit, puis on en rajoute, ça s'élargit encore. Et dans l'idée de la pyramide, c'est que c'est l'espoir que la position dans son intégralité va arriver au TP. Donc si on est en longue, il faudrait imaginer une pyramide inversée. Donc on commence petit, on élargit, on élargit, on élargit, et on espère sortir à la base de la pyramide. Okay, la barrique, le principe de départ est le même, c'est-à-dire qu'on rentre petit, on ajoute à la position, on rajoute à la position, donc on s'élargit. Par contre, on commence à sortir progressivement. Donc, on entre, on rajoute, on rajoute, on rajoute, on sort un petit peu, on sort un petit peu, on sort un petit peu, et il nous reste que les runners. Donc, si la pyramide en longue, ça nous fait un triangle inversé, une barrique, ça va nous faire un losange, grosso modo. Et la barrique, et ça vous le verrez sur la vidéo, ça nécessite une gestion super active des trades. Parce que moi, je travaille sur Stop Suiveur, vous le verrez. Et du coup, quand on a 14, si on a 14 contrats, je rentre de telle façon à ce que j'ai un stop loss par contrat. J'ai 14 stop loss à gérer. Donc, c'est pas toujours hyper scientifique. Hein, c'est un peu au feeling. J'en sers certains, d'autres moins, etc. Mais ça, c'est le gros principe derrière. C'est comment arriver à se construire une position, une grosse position, en restant safe sur les risques. Donc, un des points critiques de la méthode, c'est gérer son risque en début de position. Donc, l'idée, c'est pas du tout de rentrer à 14 contrats, ni même à 6, parce que gérer le risque à 280 $ du point, c'est un peu compliqué. Donc, la façon dont moi je réfléchis à ça, et c'est là qu'il faudra l'adapter à votre taille de compte, c'est que j'ai 3500 de drawdown. Je veux pouvoir me laisser 4-5 tentatives. C'est-à-dire que si je tape un stop loss d'entrée sur ma première position, je veux pas avoir cramé la moitié de mon drawdown. Donc, le calcul est simple. Si je veux 5 tentatives, j'ai 3500 divisé par 5, pas plus de 600, 700 de risque, quelle que soit ma taille de position. Et ce point-là est important. C'est-à-dire que quand je vais rentrer, j'aurai des stop loss. Je rentre souvent à 1 plus 1 contrat, donc 2 contrats. Donc, 600 $ de risque, ça me fait à peu près 15 points de stop loss.
si je rajoute un contrat, je vais bouger, je vais serrer mes stop loss à 10 points pour que mon risque reste à 600-700 $ max. OK? Donc, si je double ma taille, je double pas mon risque. Je passe pas de 600 à 1200 de risque. J'essaye de garder mon risque à 600-700. Encore une fois, dans l'idée que si ma tentative foire, il m'en reste encore 3 ou 4 derrière. Et on continue à ajouter seulement à partir du moment où la première position, enfin les premières positions sont protégées. Donc l'idée, c'est que si j'arrive au stade où je suis en mesure de monter à 10, 12, 14 contrats, c'est sur un trade sur lequel je suis déjà sûr de ne rien perdre. Parce qu'à 14 contrats, je ne sais pas si vous avez essayé en sim juste pour voir, mais vous allez voir à quelle vitesse on peut taper les 3500 de drawdown. Un autre point critique de l'approche, c'est accepter l'échec d'un trade. Donc, c'est d'abord être intransigeant sur les stop-loss initiaux, parce que comme je l'ai expliqué, on veut se laisser plusieurs tentatives. Et si on est à 4, 6, 8 contrats et que les stops sont légèrement dans le rouge, ça peut faire très mal en dollars. Encore une fois, de toute façon, c'est à tenter une première fois en sim, mais si c'est des tailles de position auxquelles vous n'avez pas l'habitude, ou réfléchissez à des positions en micro que vous avez pu construire mais multiplier par 10, ça va hyper vite. Donc l'idée, c'est les stop-loss initiaux, on n'y touche pas. Et ensuite, on va toujours beaucoup serrer les stops. C'est-à-dire que vous le verrez dans la vidéo, quand je passe en profit, tous mes stops sont en break-even. Ils sont peut-être à entre 2 et 5 et 10 points du prix. Donc sur un actif comme le NQ, c'est rien du tout. Donc on va se faire sortir sur les stops suiveurs à tout bout de champ. Donc c'est ça ce que j'appelle quand la pyramide ou la barrique s'écroule. OSEF, pour rester poli, parce que l'idée, c'est qu'on a besoin que de peu de trades qui réussissent pour passer les vals. Donc en gros, si je fais, et d'ailleurs la vidéo que j'ai, c'est pas un succès, j'arrête pas de me faire stopper, mais c'est pas grave, parce que j'ai besoin que d'un trade qui parte pour que ça marche. En attendant que ce trade qui va faire peut-être la moitié de les vals, ou voire faire les vals, arrive, eh ben on essaye, on réessaye. Et si on se tape des break-even, ce que j'appelle les break-even plus, on peut faire un gain par contrat qui est ridicule pour du NQ, genre 50 balles par contrat. Ouais, mais sauf que si on a déjà 10 contrats, ça va faire 500 balles dans la poche. Donc, tous ces petits échecs augmentent la PNL, parce qu'encore une fois, quand j'ai une grosse position, forcément elle est gagnante. Et ça me permet, si j'arrive pas à trouver mon gros trade, au moins j'augmente. Je gagne 500 sur un trade, 800 sur l'autre, 1000 sur le suivant. Et mine de rien, ça me rapproche de mon objectif et ou ça me permet de rentrer un peu plus lourd. Au lieu d'entrer 1 plus 1, rentrer 1 plus 1 plus 1. Ou d'aller plus vite dans ma construction. Ou de me permettre un stop loss un peu plus loin. Parce que je me suis construit un matelas avec tous mes premiers échecs. Donc l'idée principale, c'est le dernier point, on essaye de passer l'évaluation vite. En aucun cas, on essaye de la passer sur le premier trade. Okay, donc on est patient, on prend plein de retours dans la tronche, on se fait sortir, ça s'écroule, c'est pas grave. On a besoin que d'une fois qu'il marche. Alors, 2-3 détails en plus. Alors personnellement, je le fais que sur le NQ parce que c'est j'essaye de profiter des excès en fait, et vous verrez que j'ai des stops automatiques qui se mettent en break-even automatique, etc. Et je trouve ça pratique ces excès en fait. Alors par contre, on a les excès dans les retours et dans les pullbacks aussi. Donc on se fait sortir très facilement. Mais personnellement, c'est sur le NQ que je préfère le faire. Vous verrez, alors ça c'est une préférence personnelle, que je n'entre qu'avec des ordres stop, jamais des ordres limites. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit au début, je ne fais ça que quand on a une tendance établie ou que j'anticipe un mouvement. Donc mon idée, c'est de rentrer avec le mouvement. Donc si j'anticipe un mouvement vers le bas, je mets des ordres stop sell sous le prix. Et si mon idée se confirme, j'entre. Et du coup, vous le verrez, j'ai souvent plusieurs ordres qui sont placés assez loin du prix pour qu'ils soient là et que je n'ai plus qu'à les déplacer très proche du prix pour rentrer. Et perso, et ça là, quand j'ai expliqué, ça c'est vraiment, là il faut vraiment un drawdown fin de journée pour ça, je ne sors que sur stop suiveur.
Sauf si je me rends compte que que je me rapproche beaucoup de mon objectif des 6000, ça sert à rien de continuer ces stop suiveurs et de faire 9000 ou 12000. Donc là, ça m'arrive de commencer à mettre des TP quand je vois que je vais taper mes 6000. Parce que ce que je veux pas quand je me rapproche des 6000, c'est prendre un pullback et redescendre à 4000. Perso, mais ça c'est aussi mon choix, je n'entre que un lot à la fois qui m'amène à mitrailler les ordres, parce que très souvent je rentre 1+1. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est que ça me permet d'avoir autant de stop loss que j'ai de contrats en jeu. Donc c'est ce que je vous disais plus tôt, si j'ai 14 lots, j'ai 14 stop loss. Et ça, pour ceux qui ne savent pas comment faire dans NinjaTrader, parce que ce n'est pas le défaut, je vais vous le montrer, c'est super simple. Et pour m'aider, j'ai un ATM qui me met en break-even plus très rapidement. Donc break-even plus, c'est-à-dire que je veux sortir avec un peu de gain, mais c'est aussi dans l'idée que si mes premières positions passent en break-even plus, quand je vais rajouter, mon prix d'entrée va monter, et le break-even plus va se transformer en break-even ou très légère perte. Donc mon setup, à chacun de voir son truc, mais pour vous montrer à quel point c'est serré. Alors pour des scalpers, c'est peut-être pas serré, mais rappelez-vous que moi je suis plutôt intraday et que ça c'est des moves intraday qu'on cherche. Mon stop loss, quand sur un NQ, le profit passe à plus 200, mon stop loss passe à 100, donc 10 points. Donc c'est serré, 5 points pardon, donc c'est super serré. Et ça m'aide à gérer quand j'ai beaucoup de contrats, c'est que j'en ai une bonne partie qui automatiquement se met en break-even, j'ai pas à en déplacer tous à la main. Pour Jeff, après, en fait, je viens de l'expliquer. C'est quand je suis plus de 100 en profit, mon stop loss passe à plus 100. Donc, c'est super serré. Voilà, juste un tout petit truc. Comment c'est pareil, ton compte en dollars. C'est un compte à 100 000 ou avec un objectif de 6 000. Alors, dans NinjaTrader, si vous êtes par défaut, si vous prenez un contrat, vous avez un stop loss pour un contrat. Si vous rajoutez un contrat, vous aurez toujours un stop loss pour 2 contrats. Mais moi, je veux pas ça, parce que je veux de la flexibilité. Un ATM, c'est Automated Trading Management, ou je sais plus quoi. Dans NinjaTrader, c'est ce qui te permet de gérer la mise en place d'un stop loss et d'un TP automatiquement au moment où tu entres. C'est des brackets, en fait. Et dans les options des ATM de NinjaTrader, et c'est hyper flexible sur NinjaTrader d'ailleurs, tu peux définir un break-even. Toi, si la position est X points en profit, tu mets break-even ou break-even plus 10 ticks. Tu peux régler les stops suiveurs avec 3 niveaux, que ça suit de loin au début, ça se resserre encore plus. Et donc dans NinjaTrader, pour que si tu rentres dans une deuxième position, la deuxième position est un stop loss et un TP séparés de ceux de la première position, il suffit de cliquer droit dans le chart trader, la petite fenêtre à droite du chart où on choisit son compte, sa quantité, etc. Il suffit de right-cliquer sur le menu déroulant avec les ATM. Ça amène la fenêtre qu'on montre là. Et dans la première option, le mode de sélection, de prendre la dernière option, le Keep Selected ATM. En français, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est la troisième option. Et ça fait que vous rentrez avec un contrat, vous avez un stop loss, un TP. Vous rentrez un deuxième contrat. Pour ce contrat, vous avez un stop loss et un TP séparés de ceux de la première entrée. À quoi ça ressemble en pratique? Alors là, âme sensible, asseyez-vous. Donc ça, c'est un chart. Alors, je ne sais pas si... je ne me rappelle plus avec qui... Je ne sais pas si mon Iquac était là, mais en fait, cette tentative-là, qui a marché d'ailleurs, c'est-à-dire que là, je fais les 6000 d'objectifs. J'ai voulu enregistrer la vidéo et en regardant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais enregistré mon inbox email. J'étais pas sur le bon écran. Donc les boules, mais c'est comme ça. Là, c'est un chart NQ 1 minute, donc vous voyez que ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et quand je parlais de gestion active, on le verra mieux sur la vidéo, mais vous vous rendez bien compte que là, ça a cliqué très fort et que ça a bougé les stop loss très fort. Donc vous voyez que des stops, parce que comme j'ai dit, je ne sors pas sur TP. Donc on ne va pas détailler ce chart-là, mais c'est pour vous montrer que c'est plutôt actif et agressif. Et ça a donné ça. Alors ça, c'est mon petit moment de frime, mais vous verrez sur la vidéo que je frime beaucoup moins. C'est une IVAL que j'ai commencé, là c'était 19h56, pas 7h du matin. Et donc commencé à 19h56 et à 20h16, j'avais l'objectif.
Donc, c'est pas à chaque fois comme ça. Hein. Ça m'est arrivé 3-4 fois de faire ça. Sachant que les évals comme ça, j'en passe beaucoup. Hein. Mais ça peut le faire. Alors, petite vidéo à suivre où ça marche moins bien. Donc, dans cette vidéo-là, on va voir que mes tentatives de barrique s'écroulent quasiment toutes. Mais comme le dit Yoz souvent chez TPF, on n'est pas là pour vendre du rêve. C'est comme ça que ça se passe. Donc, comme je l'ai dit, 80% des trades, enfin 80, je le sors de mon chapeau, mais finissent en s'écroulant. Mais avec l'idée que, là, si je reprends ce chart-là, en fait, c'est sur la fin, là. C'est surtout cette partie-là qui m'a fait passer les vals. Donc là, on peut dire que tout le début, c'est des entrées, des sorties quasiment tout de suite, des entrées, des sorties quasiment tout de suite. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Par contre, ici, on voit, alors je ne sais pas si vous voyez mon curseur souris, mais au milieu, on voit que là, il y a déjà des trades assez sympas. Là, je continue à rajouter. Et si on regarde dans la PNL, oui, on le voit. Toi, c'est les trades de la fin. Ça commence, je fais 40, 70, 50, 45. Tout ça, c'est des retours sur mes stop-loss, suiveurs. Des petites pertes, mais pas grand-chose. Là, une petite accélération et en fait, la fin. Là, c'est sur un contrat à chaque fois où je fais 500, 500, 500, 500, 500. Et là, les 6000, ils sont faits. Donc ça, c'est un bon exemple de, au début, ça a du mal. Ça s'écroule, c'est pas grave, on continue, ça s'écroule. Tiens, une petite poussée. Puis là, ça se récroule, c'est pas grave, parce qu'on a la fois où ça marche et les vals est faite. Est-ce autorisé en compte PA? Bah oui, c'est autorisé. Il y a aucune, enfin, il y a rien de, comment dire, d'illégal ou qui violerait une règle. Le seul truc sur une firme comme Apex, par contre, c'est leur fameuse cohérence dans le trading. Donc, s'ils voient que certains jours, tu vas rentrer avec des positions jusqu'à 14 mini et que d'autres jours, tu trades à 11 mini, ils vont peut-être te dire que le jour où tu as fait ça, tu n'as pas été cohérent dans ton style de trading. Peut-être faire ça avec des micros en PA. Faire la même chose, mais avec des micros, quoi. Ouais, tu peux, ou alors, ou tu peux faire dans l'idée, mais le faire. On parlait d'Apex là, donc chez Apex, je suis pas sûr que tu aies envie de monter à 14 contre 1, hein, parce qu'un pullback de 10 points, t'as bouffé la moitié de ton drawdown. Mais dans le principe, rien t'empêche de le faire avec 2, 4, 6 contrats. Et personnellement, l'approche de la pyramide, de la barrique, et chez Apex, tu as le problème de la règle de cohérence des profits. Si un jour tu arrives à faire 6000, va falloir faire 6000 divisé par 0,3 avant de pouvoir retirer, quoi. Donc à garder en tête. Mais l'approche, moi je l'utilise en Fundé. Par contre, je laisse plus courir, je protège moins vite et je vais jamais à 14 contrats. Oui, en éval, il n'y a pas de cohérence. C'est pour ça que là, c'est pour ça qu'on parlait d'une stratégie pour passer les évals. Mais sur le principe, rien t'empêche de faire ça en micro, de faire ça en rentrant à 1, en ajoutant 1 et en t'arrêtant à 3. Et d'ailleurs, moi, je fais ça tout le temps en Fundé, avec cette idée, encore une fois, de contrôler son risque en dollars. Et si ça marche pas, ça marche pas. C'est la vie. Et en fait, j'ai mis une deuxième note. En fait, en regardant ma propre vidéo, je me suis dit, et on va le voir, mais là, j'aurais quand même dû laisser courir. J'ai protégé super vite. Mais en fait, ça, c'était mon réflexe de la façon dont je traite mes comptes Fundé. Vous allez pouvoir vous dire, et on en discutera, il protège trop vite. Là, c'est dommage, il aurait dû laisser respirer un peu. Mais encore une fois, si je suis à 4 ou 6 contrats, mon objectif, c'est de monter en général au moins 10. C'est pour ça que je protège très vite. En Fundé, il y a plein d'endroits où j'aurais laissé courir, j'aurais protégé beaucoup moins vite. Ouais, on voit un chart. Donc ça, c'est pas la vidéo qu'on va regarder, c'est la vidéo pour soulager un peu mon ego, où on y arrive presque, mais ça va vous donner une... Alors attendez, je vais voir qu'elle est bien en vitesse 1. Ouais, elle est en vitesse 1. Donc ça, c'est une tentative qui m'amène à une moitié des vals, en gros. Alors, j'ai pas chopé le début du mouvement, parce que j'arrête pas d'oublier de cliquer sur le putain de record. Ceux qui connaissent mes screens, alors je sais pas pourquoi il est aussi blanc, hein. Mon screen, il est gris sombre. Là, en fait, on est dans une période où on a fait un plus haut, on descend, on remonte, et là, on voit, je sais pas si vous le voyez, le rose, dans ce que j'entoure, là. Je suis désolé, j'ai pas Epic Pen. Là, c'est mes fameuses absorptions footprint. Donc, ceux qui viennent dans le live, ils savent exactement de quoi je parle. Pour les autres, en gros, c'est que ces zones-là, c'est des zones qui viennent de mon footprint. Donc, on le voit ici, j'ai mon footprint par-dessus mon chart. Et ça mode les zones d'absorption. Et en fait, c'est ça qui m'a décidé de, OK, on a l'air de vouloir descendre, on fait une absorption. Donc là, on fait un rebond avec des absorptions acheteuses. On a une mèche, ça tape les absorptions, on vient les retester.
sur cette mèche-là, et là, je commence à rentrer. Donc là, je ne vais pas décrire, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe dans un cas où ça se passe plutôt bien. Où est le bouton? Voilà. Donc vous voyez, il y a certains de mes ATM, il y a certains de mes stops qui ont bougé tout seuls, ça c'est pas mon ATM. Et là, j'ai que 6 contrats. Hein. Donc pour vous dire à quel point ça va vite. Donc là, je bidouille mes TP, je sais même pas pourquoi. Donc là, j'en ai rajouté 2. Je continue à descendre mes stops. Alors là, sur cet écran-là, j'ai pas tous mes outils parce qu'en fait, j'ai eu un gros crash, j'ai dû réinstaller NT et c'est ma réinstallation, donc j'ai pas encore tous mes outils. Mais vous voyez là, on est à la moitié de l'éval déjà. Et pour un mouvement, je suis rentré à 723 et tout de suite le prix est à 702. Donc on cherche pas 100 points. Hein. Non, c'est pas hier, mais ça devait être. C'est une journée qui ressemblait à hier. Quoique si, c'était peut-être hier. Si. Et là, ça s'écroule. Les zones bleues, c'est des zones d'absorption. Donc là, je m'attends à ce qu'il y ait une réaction. C'est aussi pour ça que je protège autant. C'est que là, je sais que ça risque d'avoir du mal. Et on voit pas du tout le volume profile. Je sais pas pourquoi il est blanc, parce que normalement, il est gris. Mais on arrive dans des zones de volume aussi. Toujours en 1 minute? Toujours en 1 minute, ouais. Donc là, c'était un exemple où... Alors, je sais plus quelle est la PNL à la fin, mais je suis à pas loin d'avoir fait la moitié de l'éval. Sur une position qui n'a pas réussi, dans le sens où j'étais à 8 contrats. Donc si ça avait continué à descendre, j'en aurais peut-être rajouté 2. Là, j'aurais probablement pas rajouté 14, parce que étant déjà à 3006, si ça avait continué dans mon sens, j'aurais été à 4000, 4005. Il n'y avait plus vraiment de raison de chercher les 14 contrats. 10 contrats, ça aurait été largement suffisant, quoi. Hop, alors l'autre vidéo. Alors c'est pareil. Alors celle-là, par contre, je vais peut-être la passer en par 2. Puis à un moment, il y a mon adresse email, donc là, je la couperai. Enfin, je la. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, c'est. Alors, je sais même plus si j'avais commencé à jouer avant ou pas. On montait mes fameuses absorptions vendeuses qui me décident de commencer à essayer de jouer la descente. Je me rappelle même plus à quel moment j'ai commencé à la jouer. Mais voilà, donc. On verra mieux dans la prochaine tentative parce que là, je suis déjà en stop loss, en break-even, ce que j'appelle le break-even plus. Mais vous voyez que c'est super serré, quoi. Donc là, ça marche pas. Là, c'est une zone d'absorption. Donc, je mets des entrées juste en dessous. La vidéo est assez longue, hein, mais je vais en passer des bouts. Et je crois qu'il y a une demi-heure de vidéo. Donc là, comme je le disais, j'entre en ordre stop. C'est-à-dire que pour que j'entre 2 positions supplémentaires, et je les mets à peu près à 10 points, ce qui veut dire que si ces ordres-là tapent, mon ATM va faire en sorte que les 2 premières positions vont passer en break-even plus. Donc des fois, je le fais à la main. Donc là, on s'approche. Voilà, c'est pas moi qui l'ai descendu là, les stops. Ils sont descendus tout seuls. Et vous voyez à quel point c'est serré. Et c'est là que je me dis, si j'étais en fundé, je ferais pas ça. Je serrerais beaucoup moins. Mais là, je suis que à 4 contrats et mon objectif, c'est d'aller à 10 ou 14. Donc, il faut que je protège. Et là, bim, ça marche pas. Et ça va être comme ça toute la vidéo. Hein. Ça va pas arrêter de revenir. Je crois que... alors, je vais la passer parce que je suis pas sûr que c'est intéressant de tout regarder. Éventuellement, on la partagera la vidéo après un peu d'édit. Je crois qu'à un moment, j'arrive à... Voilà, je commençais à mettre des notes d'ailleurs sur la vidéo en me disant que ça serait peut-être pas con. Donc là, il y avait une absorption vendeuse. On voit le petit trait rose et je me disais, tiens, ça va peut-être venir la retester. Et là, je suis pas content parce que ça pousse au-dessus. Mais c'est un niveau, si ça redescend, ça m'intéresse de commencer à en reprendre parce que là, on sait qu'à ce niveau-là, il y a eu de l'agression des vendeurs. Et puis là, on est en tendance. Hein. Enfin, en mini-tendance, 1 minute. Hein. Watiago, c'est suivi à la culotte. Mais encore une fois, en grande partie, parce que mon objectif, c'est de finir à, on va dire, 8 ou 10 contrats. Donc, et vu que mon prix va descendre, c'est pour ça que je les suis autant. C'est que si ça part, je vais rentrer mes nouveaux contrats, mon prix va descendre. Donc, en fait, ils seront plutôt à break-even, tu vois.
Et c'est le fait que le mouvement continue qui va me protéger. Donc là, comme je le dis, je suis à 900, donc je me permets de foutre le stop plus loin. Là, un des deux ATM est descendu tout seul. Vous voyez, ça va mettre quand même vachement à la gestion. Et là, ce que j'espère, c'est quoi? C'est que ça s'écroule, quoi. Sauf que, là, je montrais mon ATM, mais je l'ai mis dans les slides. Voilà, c'est ce que je mets dans la note. Bon, l'ATM passe en break-even très vite. C'est aussi pour m'aider à gérer les trades, hein, parce que si je dois rajouter des entrées et en plus, j'espère que vous n'avez pas entendu le bisou là. Si je dois gérer des entrées et mettre des trucs, toi, je vais avoir du mal à tout gérer à la fois. Donc, c'est pour ça aussi que j'utilise cet ATM. Là, je crois que ça va se replanter. Ouais, ça se replante. Nia, ouais. Attendez, j'avance un peu, parce que là, je crois que ça va yoyoter. Voilà, les boules veulent pousser. Là, je vais passer, parce que là, c'est là que je crois qu'il y a mon email. Donc là, je fais un truc qu'il ne faut pas faire, je crois. Et je vous le dis. Ouais, on le voit pas là, mais on est sur la mèche du bas, c'est la VWAP plus 1. Donc là, on est en train de buter dessus. Par contre, moi, ce que je vois et ce qu'on voit pas ici, c'est qu'en dessous, il y a un trou de volume. Donc je me dis, si ça part, ça va vraiment y aller. D'un autre côté, on a toutes ces bandes, alors qui sont plutôt bleues que vertes ici, mais tout ça, c'est des absorptions. Donc il y a des trucs sur le chemin, mais c'est le jeu, on va voir. Mid-session, ouais, je sais pas si vous le voyez à droite, on voit sur le volume profile qu'on est au mid-session. Donc là, je voudrais que ça avance. Là, c'est là ce que je dis. Là, on le voit malheureusement pas, mais il n'y a pas de volume là. On est en queue de volume. On est en... Ouais, c'est enregistré, Toc. Vous n'êtes pas que ça, hein, les absorptions. Ouais, c'est MZ Pack qui me permet de mettre les absorptions sur le. Voilà. Alors ça, c'est un exemple parfait de si j'étais en compte fundé, je m'arrêterais à probablement 4 contrats et je suivrais pas mes stops aussi fort. Ok. Là, c'est vraiment parce que je fais de l'éval. Alors attendez, parce qu'il y a un moment où je fais un truc qu'il faut pas faire, mais bon. Ouais, voilà, c'est là que j'ai installé mon indicateur. Et bim. Donc, vous voyez, quand je parlais de gestion super active, vous avez vu le nombre de trades que je suis en train de prendre. C'est complètement fou. Mais encore une fois, l'espoir, c'est que si, comme sur la première vidéo que je vous ai montré, il y en a un qui part, c'est dans la poche. Alors, c'est là qu'il faut que je fais ce qu'il ne faut pas. Là, on vient retester une absorption. Donc, c'est pour ça que mes stops sont plus loin. Et en gros, quand je fais ça, quand je rajoute, si on repasse la petite bande rouge, je coupe. Point barre. Point barre. D'ailleurs, je ne le fais pas. Ah oui, parce qu'il me reste encore un contrat. Là, je suis qu'à 2 contrats, pardon. Donc là, c'est. Alors là, je vous dis, là, faut pas faire ce que je viens de faire. Mais là, je crois que je suis à plus 1400, donc j'ai un tout petit peu de marge. Et je continue à y croire. Je vais en rajouter 2, il me semble. Et c'est là, à partir du moment où je voyais à la baisse et que j'ai rajouté, là, par contre, tu es intransigeant. Si ça remonte, tu coupes. Parce que même 4 contrats sur le NQ, ça va très très vite. Et mes 1400 d'avance, ils peuvent partir d'un coup. C'est là que je dis insta-coupe. Je redescends mes stops. Bon, j'ai du bol, ça part dans mon sens. Mais c'est là qu'il faut être intransigeant en se disant, encore une fois, c'est pas grave si ça me plante. Là, je sais pas, j'aurais perdu 800. Je les récupérerai au prochain coup. Et là, ça se réécroule. Et tout le reste de la vidéo, c'est ça, quoi. Je vais avancer un peu. Mais je crois qu'il n'y a plus d'élan. Ouais, ça m'a coupé. Là, je décrivais juste un peu ce que j'utilise à l'écran. Et je crois qu'il n'y a plus rien d'intéressant après. Là. On va peut-être juste revoir un coup de l'ATM qu'il fait automatiquement.
Donc, ce qui est dommage sur la vidéo, mais enfin, vous imaginez bien le bordel, c'est si vous êtes à 14 contrats, la gestion des stop-loss à la main comme ça va vite. Alors, par contre, il y a un truc sur NinjaTrader. Pour déplacer plusieurs stops en même temps, si vous les mettez exactement au même niveau, donc la boîte va s'afficher à gauche. Si vous cliquez sur la ligne et pas sur la boîte, vous allez déplacer tous les stops qui sont sur la même ligne. Alors est-ce que j'ai loupé des questions? Le modèle d'ATM est dispo. Ouais, bah, c'est super simple à régler. Hein. Ils doivent être dans la slide, dans une des slides qu'on partagera. Ouais, ça c'est super simple. Est-ce qu'on peut faire sur Atta? Bah, la technique, oui. Après, est-ce que tu as... J'imagine que oui. Est-ce que tu as les outils pratiques pour mettre les break-even, etc. Je suppose que oui, mais après, c'est juste du confort. Mais sur le principe, bien sûr. Enfin, le principe de base, ça reste construire une pyramide ou une barrique, hein, et être très agressif sur les stop suiveurs. Donc, sur le principe, c'est faisable absolument partout, quoi. Voilà, bah, c'était la fin de la vidéo. Et voilà, en gros. Donc, je suis désolé de pas avoir la. J'aurais vraiment bien aimé avoir la vidéo de la slide que j'ai montrée, quoi, avec l'écran. Où là, vous auriez vu la folie que c'est de gérer 14 stop loss et tout. Mais même dans cette vidéo-là, je crois qu'à aucun moment ça part très fort. Je crois qu'à un moment, ça part à 600, 800, mais il suffit d'imaginer que si ça s'écroule, on continue à empiler, on met à 8 et la PNL, bah, ça va vite faire comme dans la première vidéo, quoi. On tape très vite 2000, 3000, 4000 de PNL. Pour répondre à In The Mesh, c'était en accéléré la vidéo. En vrai, c'est pas aussi rapide. Ouais, elle était en x2. Ouais, voilà. Ouais. Et il existe des outils en plus que tu peux installer pour que ce soit en one click, les ordres stop, ou alors tu as aussi les raccourcis clavier. Bah, d'ailleurs, le One Stop, c'était exactement l'indicateur que j'étais en train de m'installer, parce que là, j'avais refait mes charts et je l'ai pas, mais c'est un des partenaires de TPF d'ailleurs qui a ça. Tu peux avoir 2 barres sur le côté de ton écran et tu cliques dans la barre. Et si tu cliques sous le prix, automatiquement, ça te fout un sell stop. Enfin, tu as une barre pour les ordres stop et une barre pour les ordres limite. Donc là, à chaque fois, j'ai fait clic droit, clic droit, clic droit. C'était pas hyper pratique. En général, j'ai ces barres-là qui me permettent en fait en un clic de placer mes ordres. Donc si je veux en placer 3, tu fais clic, 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 tu as 3 ordres. Pour Efra, ouais, est-ce que je continue jusqu'à cramer les valves si ça marche pas? Oui, si la tendance ou le mouvement que j'anticipais est toujours là. Mais oui. Mais par contre, pour cramer les vals, il faut quand même, comment dire, si tu es super rigoureux avec la gestion de tes premières pertes, que tu t'autorises, disons, 500 ou 600 de pertes, sachant que ton maximum c'est 3005. Donc si tu t'autorises un cinquième de ton drawdown, il faut planter 5 trades de suite pour péter les vals quand même. Non, alors, je dis pas que ça m'est jamais arrivé. Bien sûr que ça m'est arrivé. Mais c'est ça l'idée, c'est surtout pas de faire du one shot et de faire de la loterie en se disant je rentre à 14 micros, ça passe ou ça passe pas, parce que si ça passe pas, tu reprends une éval, elles sont quand même à 100 balles, quoi. Donc il faut pas faire n'importe quoi. Mais j'y vais assez agressif parce que maintenant j'ai l'habitude de le faire, et avec cette idée de mettre ces stop loss en break even très vite. C'est ce que j'explique là. Là, je dis que ça a foiré dans cette vidéo, mais je crois que je finis à 1008 quand même. Toi, j'ai un tiers de mon objectif. Elle a foiré dans le sens où à aucun moment ça a construit la pyramide et ça m'a permis de taper plusieurs cas, enfin une grosse partie de mon éval. Mais du coup, si tu as des tentatives qui échouent mais en profit, bah, ça te fait du matelas en plus, quoi. Donc oui, ça m'arrive de tenter jusqu'à cramer, mais en général, il me faudra une dizaine de tentatives pour que ça crame. Et si en 10 tentatives, parce que j'en aurai certaines qui seront dans le plus, d'autres dans le moins, ça crame, c'est que la tendance que j'étais en train de jouer n'est plus là. Ou sur NQ, il faut faire gaffe au méga pullback dans une tendance. Bah, dans ce cas-là, tu es super patient et tu attends bien que ça reparte. Et moi, la patience, en fait, c'est ces fameuses imbalances qui me les donnent. Tu vois, là, ça monte. Tant que je vois pas vraiment du rose, des pullbacks et des absorptions, pour moi, j'essaie pas de jouer le reversal. Voilà. D'autres questions? Et le one click, il peut le faire un stop suiveur aussi? Non, Myriam, mais le stop suiveur, c'est ton ATM. Alors, je sais pas sur quelle plateforme t'es, mais c'est l'ATM qui le fait. C'est le réglage de, toi, ce que j'ai appelé NQUS pour moi. Et moi, j'utilise qu'un break-even, j'ai pas un stop suiveur, mais tu peux faire les deux. Tu peux te dire, mets-moi en break-even si je suis à plus X points, et après, attends plus Y points, et que si on atteint Y, commence à trailer tous les 5 ticks. Enfin, tu vois, c'est...
si tu es sur NT, et c'est une des forces d'NT par rapport à d'autres plateformes, alors Atas, je connais pas, mais soit Quantower, par exemple, est super limité, quoi. Les stop suiveurs, c'est automatiquement du tick par tick, alors que tu peux définir ça vraiment en détail sur Ninja. Et là, il faut aller voir la vidéo d'Oswald, ouais. Alors attends, les frais en pourcentage. Ah bah élevé, Jude, parce que tu as vu le nombre d'entrées et de sorties. Donc c'est pour ça que, est-ce que ça peut se faire en micro? Oui, peut-être. Par contre, faites super gaffe aux commissions. GTDev pour le one-click, ouais, exactement. Les absorptions, c'est comme les stacking balance. Alors, là, j'ai peut-être parlé chinois pour ceux qui ne parlent pas le footprint. Pour moi, une absorption, c'est des stacking balance qui vont dans le sens de la bougie et ça s'avère être le haut de la bougie. Donc là, par exemple, sur cette bougie-là, ça veut dire qu'on a eu des imbalances acheteuses. On ne savait pas encore que c'était le haut de la bougie, ok, mais c'est revenu, donc du coup, c'est devenu le haut de la bougie. Donc on a eu des attaques, des imbalances acheteuses qui ont été rejetées immédiatement. Et quand tu vois ça, MZPack, il te dessine en temps réel la zone. Il faudra que, si tu peux, un de ces quatre, Arnaud, qu'on fasse une vidéo de presse de MZPack au pire. Ouais, on pourra. Quack, entrée, rallu, 10 points. Quand tu rentres, troisième lot, ton ATM est déjà passé. Ouais, en général, après ça dépend d'où je le mets, mais j'essaye de faire attention à mettre mon troisième contrat juste au-delà du prix qui aura déclenché mes break-even plus. Donc en gros, vu que mon break-even plus il se déclenche à 10 points, ma troisième entrée elle est en général à 11. Parce que si ça entre le troisième contrat, bim, les deux premières positions auront déjà eu leur stop en break-even. Feed. Ouais, les égos, on s'en fout. Tant pis les échecs. L'objectif, c'est la fois où ça va réussir. Le reste, c'est la vie, quoi. Team, ce sont plutôt des mouvements fin d'après-midi. Pas forcément. T'as le mouvement de Londres, le Oba-Asie. T'as les mouvements de fin de matinée, début d'après-midi, retour VWAP. Il y a pas mal de moments qui sont pas mal parce qu'encore une fois, j'arrive même pas à faire le calcul de tête, mais toi, sur l'autre vidéo, j'arrive à 3005 de PNL sur 20 points. Donc, t'as pas besoin on parle du NQ, hein, t'as pas besoin de viser 100 points. Parce que tu es tellement chargé que 30-40 points, c'est fait, quoi. Tu peux expliquer comment avoir les absorptions et ton setup? Ouais, bah ça, on le fera séparément. Encore une fois, c'est un footprint, en fait, qui est par-dessus mon chart de trading, mais je ne montre que les absorptions. Donc, toi, tu n'as pas les chiffres du footprint, tu n'as rien. Mais c'est un footprint qui est par-dessus mon chart de trading. Après, tu en parles, je crois, dans ton interview, non? De ça. Non, parce que je ne faisais pas encore ça. D'accord, ok. Je ne faisais pas encore. Parce qu'en fait, alors, la petite histoire, c'est quoi? C'est que les absorptions, j'utilise depuis toujours sur mon footprint. Mais c'est en discutant avec Valérian, un mec qui passe des fois sur le Discord. Je les avais jamais mis sur un chart comme ça. Et mon footprint, je monte que 5 ou 6 bougies. Donc en fait, je m'étais jamais rendu compte à quel point des absorptions ou une zone d'absorption qui vient du passé peut impacter ce qui se passe, que ça devienne support résistance. Parce qu'en fait, sur mon footprint, cette zone bleue-là, je l'avais, mais je voyais pas trop d'où elle venait. Et c'est le jour où je les ai foutus sur mon chart principal où je vois beaucoup plus de bougies. Et des fois, tu dézoomes et tu regardes par rapport à la veille. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point elles étaient intéressantes en zone de support et de résistance. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, je vais les coller sur mon chart principal. Alors, je continue les questions. Myriam, stop tirage, stop tirage, une fois le trade démarré. Ouais, on regardera ça, Myriam, à l'occasion. Mais encore une fois, il y a une vidéo d'Oswald. Mais sinon, pose la question quand on est dans le live. Une fois que le trade est démarré, c'est différent. Enfin, je crois pas que j'en ai parlé et je sais même pas si c'est faisable. Si, sur NT, c'est faisable parce que tu as 3 niveaux de. Tu peux définir 3 stratégies de suivi. Et tu peux littéralement lui dire entre 20 et 40 points, je veux que tu suives à 10 points tous les ticks. Mais si c'est au-dessus, entre 40 et 100 points, je veux que tu suives à 20 points, mais tous les 10 ticks. Et tu peux en avoir 3 comme ça, différenciés. On te montrera, Myriam. Et Oswald, tu referas une vidéo. Fred, quel prop firm pour valider? Alors, sans condition, sur le nombre de jours, il n'y en a pas des tonnes. Alors, en ce moment, il y a Apex, mais c'est une promo. Tu as tous les comptes TickTick.
n'ont pas de minimum de jours. Et sinon, alors top step, c'est pas qu'il y a pas, il y a un minimum de jours, mais le minimum c'est 2. Donc c'est quand même pas la mort. Donc il y a pas mal de prop firms qui te permettent de passer vite entre guillemets. Le NQ. Alors pour feed, je traite principalement le NQ déjà de base. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai appliqué là-dessus. J'ai essayé de le faire sur l'ES et j'étais peut-être plus le coût des ATM qui passent en profit et que tu profites d'un excès pour baisser un peu ton stop, même si ça te ressort. Je trouve ça cool. Par contre, sur le principe de base, il n'y a pas de raison que ça marche pas sur les autres actifs. Hein. Vidéo pour le footprint. Ouais, on pourra en parler si tu veux. Je pourrais vous montrer à quoi ressemble mon footprint. Le one-click order. Comment tu as fait pour coller sur le chart principal? J'ai littéralement installé mon footprint sur mon chart principal. Sauf que tout ce qui m'intéressait pas, ou je le monte pas, ou je le mets en transparent. C'est pour ça qu'on voit que les absorptions. Ça ressemble pas du tout à un chart de footprint. Mais le footprint, il est là. Ce qui d'ailleurs, avec MZPack, veut dire que sur ce chart-là, j'ai besoin du tick replay. Ah, puis Tara va être content. J'avais même pas vu, toi. J'ai mis la régression linéaire. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions. Non, en tout cas, ça a été clair, précis. Déjà, on pourrait faire un live une prochaine fois pour MZPack. Pour expliquer un peu le MZPack. Et après, on pourra faire aussi une vidéo sur... on pourrait même la faire en même temps. T'expliquer un petit peu. Mais on pourrait faire un événement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les vidéos qu'on a eues sur le footprint sont vraiment sympas. Mais je me demandais si ça valait pas le coup de revenir quasiment un pas en arrière et d'expliquer littéralement chaque chiffre sur un footprint. Ah ouais, après, comme ce que je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Parce que je me suis dit que si des gens débutaient vraiment et que direct on attaque sur les imbalances, les absorptions, les excès et tout, c'était un peu complexe. Donc peut-être on pourrait prévoir un truc niveau débutant à la base, quoi. Ok, qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres? Qu'est-ce que c'est que le delta? Qu'est-ce que c'est que le min, le max? Ouais, je sais que 5F l'a fait, mais je me demandais si un step avant, ça pourrait pas être utile à quelques personnes. Parce que on a encore des questions sur littéralement, c'est quoi ces chiffres qu'on voit, quoi. Jigsaw n'intègre pas les outils, genre MZPack. Les footprints, t'en as partout. Après, MZPack, il est bien parce que, notamment pour la façon dont il détecte les absorptions marche très bien pour moi. Sur Trade Devils, ça marche pas du tout, par exemple. Octave. Il y a un podcast de moi, par contre, il date un peu. C'est un des tout premiers sur la chaîne. Donc, il n'y avait pas les absorptions et tout. Il y avait d'autres outils. Il y avait même des trucs qu'on voit plus là. Il n'y a plus Mbox, il n'y a plus les bandes RSI, mais nombre de comptes validés, Fred. Avec cette méthode, en sortant le chiffre de mon chapeau, c'est 2 sur 3. 2 sur 3. Par contre, au début, où j'étais beaucoup moins rigoureux sur ma gestion de stop et tout, c'était ça a commencé mal, hein, cette histoire. Où je rentrais à 4, je mettais mon stop à 1600, donnant deux tentatives, et après, c'était vraiment le côté de me rappeler les bases de la psychologie et ce qu'on apprend ailleurs. Hein. C'est le but, c'est les petites pertes, les gros gains. C'est ça le but. À la fin, et je me suis dit, appliquons ça, et d'où l'intransigeance sur les 600 de stop max sur un trade, me laisser 5 chances, etc. etc. Ok, là on a beaucoup plus de monde qu'on en a dans le live en général. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser dans le live. Hein. J'y suis assez souvent. Enfin, j'y suis tout le temps, disponible assez souvent. Efra, là j'ai mis 300%, donc vraiment élevé. Mais Epzenpri, tu as un truc génial, c'est que tu as une petite icône en haut, donc tu n'es pas obligé d'ouvrir l'indicateur. Si je me rends compte que j'ai trop de lignes, j'augmente ou je mets un filtre de volume. Et si c'est le matin et que j'en vois pas assez, je baisse les filtres. Le footprint est super pour ça, parce que tu changes le chiffre et en live, tu vois les lignes qui apparaissent, disparaissent. Mais pour pas en avoir, parce que si tu le règles à 68% ou je sais plus ce que c'est par défaut, tout l'écran va être rose et bleu, quoi. Donc ça dépend un peu le matin, l'après. Enfin, le pourcentage, non, ça dépend pas le matin, l'après-midi, je laisse toujours 300%. Ce qui va changer, c'est mon filtre de volume. Je vais mettre un volume minimum beaucoup plus élevé. Enfin, sur NQ, c'est ridiculement bas. Hein. Je crois que mon filtre de volume, il est à 15 là, et il est 18 heures. Mais si tu mets pas de filtre de volume, tu vas voir toutes les petites absorptions à balance de merde qui apparaissent. Donc tu joues un peu avec les réglages. Je crois que sur le S, je mets 200%.
Mais c'est à jouer, puis tu regardes visuellement, est-ce que tu as trop de lignes, est-ce que tu n'as pas assez de lignes? Et puis tu changes. On est bon, Oswald? Ouais, bah écoute, nickel, hein, merci. Hein. En tout cas, c'était vraiment cool. Bah, on va voir ensemble comment on pourrait s'organiser là pour faire les prochains trucs, les prochaines vidéos.